Aujourd'hui, je veux parler de Père riche, Père pauvre. Je veux parler du livre du classique en finances personnelles, un livre qui est sorti en 1997. Ça commence à faire longtemps, mais bon, qui est toujours, je pense, d'actualité. Il est toujours cité beaucoup lorsqu'on parle de finances personnelles. Évidemment, moi, je l'ai lu là, très longtemps, puis là, il y a plein de choses intéressantes par rapport à l'indépendance financière, aux hypothèques dans ce livre-là, plus par rapport à l'indépendance financière qu'aux hypothèques, là, en réalité. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est bon, justement parler de ce livre-là, puis par rapport à moi, mon expérience, depuis que je l'ai lu, comme je l'ai lu dans mes débuts, quand j'étais dans la vingtaine, puis qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça aujourd'hui, j'ai 42 ans. Je veux passer au travers certains des concepts amenés par ce livre, voir si c'est toujours d'actualité. J'ai quelques points ici, dans le fond, des choses à retenir par rapport au message de mon émission d'aujourd'hui. Je vais les lister, puis après ça, je vais embarquer là, dans le contenu. On parle de mindset. On parle de mindset par rapport au travail versus le capital. Tu sais, on parle, dans le livre Père riche, Père pauvre, on met en contraste deux idéologies, deux façons de penser, deux mindsets. C'est souvent lié, le mindset du travailleur, consommateur qui a un salaire versus l'entrepreneur, investisseur. Évidemment, travailleur, consommateur, c'est mauvais, ça c'est le père pauvre, puis l'entrepreneur, investisseur, c'est le père riche. Puis on joue avec ça. Évidemment, la vie, c'est plus nuancé que ça, là, mais c'est une bonne idée quand même, quand on regarde différents concepts, de vraiment les mettre à l'extrême. Puis c'est un peu ça que ce livre-là fait, puis nous aide à comprendre, dans le fond, les deux façons de penser. Ensuite, il y a la distinction entre riche en revenus versus riche en capital. Justement, son père pauvre, lui, il pense qu'être riche, c'est avoir un gros revenu. Mais son père qui est riche, lui, il sait qu'en réalité, la vraie richesse, c'est dans ce que tu as accumulé en capital et non pas ton revenu. Père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki. Peut-être le petit bémol, là, moi ce que j'aime moins, évidemment, il fait la promotion de l'immobilier, puis qui dit immobilier dit endettement, hypothèque, utilisation de l'effet de levier. Bon, faut faire attention, c'est pas nécessaire pour moi d'aller nécessairement vers l'immobilier, d'aller vers l'entrepreneuriat. Je vais en parler là, pendant le podcast. Mais je ferai beaucoup attention à l'utilisation de la dette. Le livre Père riche, Père pauvre ne met pas en garde contre l'utilisation de la dette, même que lui il raconte dans son histoire qu'au début il a fait faillite, puis il raconte ça comme si de rien n'était. Moi, personnellement, quand je lisais ça, je me disais jamais je vais vouloir faire faillite. C'est pas comme je veux pas passer par ce stress-là. Je prendrai jamais des risques qui feraient en sorte que je passerais même proche de faire faillite. Là. C'était comme zéro, moi, dans mon intérêt. Donc, tu sais, je rejoignais pas tant les concepts du livre qui disent que oui, mais les entrepreneurs, les entreprises, tout ça, c'est normal de prendre du risque, il faut s'endetter. Moi, je rejoins pas du tout cette idée-là. Oui, oui, c'est correct de prendre des risques calculés, puis oui, c'est vrai que plus de risques, on a plus de chances de gagner plus. Finalement, c'est normal, c'est la notion de risque. Par contre, je trouve que père riche, père pauvre, met pas assez l'emphase que s'endetter, c'est pas super bon. Là. J'y vais avec le contenu. OK. Donc là, Rich Dad, Poor Dad, c'est le titre du livre en anglais, est un livre de finances personnelles écrit par Robert Kiyosaki, publié pour la première fois en 1997. C'est devenu un best-seller international, puis c'est largement considéré comme un classique du genre. Le livre présente les leçons financières que Kiyosaki a apprises de deux figures paternelles contrastées, son propre père, le père pauvre, qui était un employé de classe moyenne avec une mentalité de travailleur, et le père de son ami, soit le père riche, un entrepreneur prospère et investisseur immobilier. Donc, c'est ça, le livre commence...
raconte son histoire. Là, je ne sais pas si tout ça est vrai ou ça a été romancé, mais il raconte l'histoire de son père qui était professeur d'université ou en tout cas qui travaillait au niveau académique pour le gouvernement dans l'éducation. Et puis, il parle de son ami qui avait un père qui était entrepreneur, qui faisait de l'immobilier. Puis, quand il était jeune, il allait voir les deux, puis il parle des leçons finalement qu'il a apprises en regardant ces deux figures paternelles-là. OK. Ensuite, Kiyosaki met en évidence les différences fondamentales entre la manière dont les deux hommes abordaient l'argent, l'éducation financière et la prise de risque. Il souligne l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des principes de l'investissement et de la constitution de patrimoine pour atteindre la liberté financière. Le livre propose également des conseils pratiques sur la façon de passer d'une mentalité de consommateur à une mentalité d'investisseur en mettant l'accent sur des concepts tels que l'acquisition d'actifs, la création de revenus et par la prise de contrôle de sa situation financière. Bien que certaines des idées de Kiyosaki aient été controversées, critiquées pour leur simplicité ou leur application universelle, Rich Dad Poor Dad a indéniablement eu un impact significatif sur de nombreuses personnes à la recherche de conseils financiers et d'inspiration pour améliorer leur situation économique. Le livre a également inspiré une série de suites d'autres produits dérivés. Bon, c'est ça, il a sorti d'autres livres, là, entre autres le 4 ans, du cash flow, où est-ce qu'on met vraiment l'emphase sur les 4 types de façons de gagner du revenu, dans le fond, dans un cadran. À gauche, on a travailleur, on a salarié, je veux dire, puis travailleur indépendant. Puis à droite, on a entreprise puis investisseur. Puis là, ben, l'idée, c'est qu'on explique comment c'est avantageux d'essayer de passer du cadran gauche au cadran droite. Puis là, moi, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que c'est pas tout le monde qui va pouvoir comme se lancer les deux pieds dans le cadran droit. Là. Si on n'a pas un background d'entrepreneuriat, si on n'a pas déjà des ressources, si on n'a pas, on peut, puis qu'on décide tout de suite de se lancer en affaires sans expérience, juste avec un diplôme académique, puis pas personne autour de nous qui va nous aider, ça va être facile de se casser la gueule. Je pense que, oui, le côté gauche, pour la majorité des gens, ça va être là qu'on va commencer. On va aller travailler à salaire, on va aller apprendre des choses sur le marché du travail, mais moi, de lire, d'avoir lu Père riche, Père pauvre, par contre, ça m'a toujours laissé à l'esprit une ouverture comme quoi que, oui, là, je travaille, je suis à salaire, ça, c'est la sécurité, puis j'ai besoin de ça, puis je veux pas prendre tant de risques avec mes finances. Moi, je veux avancer d'une façon assez certaine. Puis éventuellement, je voulais avancer vers l'indépendance financière. Ça a été ça, là, mon cheminement financier. Puis, mais l'idée, donc, de passer de droite de gauche, du cadran gauche, c'est-à-dire salarié, à propriétaire d'entreprise. Donc, c'est toujours une idée que j'ai gardée à l'esprit. Puis, ça m'a beaucoup servi tout au long de mon cheminement, mais j'ai jamais fait le saut, les deux pieds dans le vide, puis aller comme partir une entreprise ou me lancer dans l'immobilier comme ça. Mais côté hybride, j'ai acheté des actions dans l'entreprise où je travaillais. Ça, je savais que c'était un bon move quand que ça a été, l'opportunité est arrivée. Acheter ma résidence principale, je savais que c'était une bonne chose aussi, même si dans le livre Père riche, Père pauvre, il dit que c'est pas un investissement d'acheter sa résidence principale. Je suis pas d'accord parce que il y a plein de bénéfices. Oui, c'est vrai que si on va acheter une grosse maison qui est au-delà de nos moyens, ça ne va pas nous aider financièrement, mais si au lieu de louer un appartement, on va s'installer puis on a une stabilité dans une maison qui est proportionnelle à nos moyens, ça va nous aider ça financièrement. Ça, je suis convaincu à 100%. Donc, Père riche, Père pauvre, même si j'ai pas suivi à la lettre ces recommandations de me lancer dans l'entrepreneuriat puis dans l'immobilier, j'ai quand même gardé ces notions-là à la tête puis ça m'a aidé. OK. Là, j'y vais. J'ai sorti les différences entre le père riche et le père pauvre. OK? Il y a quatre différences. Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki décrit deux figures paternelles qui ont influencé sa perception de l'argent et de la réussite financière, son propre père, le père pauvre, et le père de son ami, le père riche. Voici quelques-unes des principales différences entre les deux. OK?
Première différence, la mentalité vis-à-vis de l'argent. OK? Pour le père pauvre, son père adoptait une mentalité de travailleur, croyant qu'il fallait travailler dur pour gagner de l'argent. Il valorisait la sécurité d'un emploi stable et un revenu régulier. Ben moi, je vais vous dire que j'ai une mentalité de père pauvre parce que je pense que pour gagner de l'argent, oui, il faut travailler dur. Puis éventuellement, quand tu atteins l'indépendance financière, oui, ton capital va travailler pour toi, puis tu as moins besoin. Mais je pense que quand on part de zéro, travailler dur, je veux dire, on n'a pas le choix, là. Il y a pas de shortcut. Tu sais, OK, on peut-être quoi, aller investir dans la crypto puis espérer gagner de gros lots, puis ou prendre un billet de loterie, mais je veux dire, sinon, la façon certaine d'arriver à l'indépendance financière, c'est de travailler dur, puis de se créer une valeur en soi-même, notre valeur de travail est toujours visée à avoir un revenu plus haut, jusqu'à temps qu'on puisse peut-être acheter des actifs ou se partir à son compte. Mais bref, pour ça, il faut apprendre des choses, faut se développer. Il faut développer nos capacités, nos talents, notre valeur sur le marché du travail. Il faut travailler dans quelque chose qui a de la valeur aussi. Si on devient bien bon dans quelque chose, mais que personne ne va payer pour ça, ça sert à rien. Donc, son père pauvre, il valorisait la sécurité. Ben, moi, exactement, c'est la même chose. Je valorisais la sécurité, l'emploi stable. Je voulais tellement pas me planter. Puis une chance, parce que règle numéro un investissement, c'est pas perdre d'argent, c'est de pas reculer. Quand tu pars de zéro, tu as accumulé 50 000, hey, tu veux pas revenir à zéro, là, parce que ça peut être long, là, après ça, revenir à, tu sais, le premier 100 000, il est long à accumuler, le premier 50 000. Donc, la sécurité puis la stabilité, le revenu régulier, c'est important. Là. Faut pas cracher là-dessus. Ensuite, fait que ça, je suis encore dans la différence, la mentalité vis-à-vis de l'argent. La mentalité du père riche, lui, en revanche, le père riche était un entrepreneur prospère et investisseur qui croyait en la création de richesses à travers la prise de risques calculés, l'investissement dans les actifs générateurs de revenus. Tu sais, les deux ont raison, là. Tu sais, oui, c'est vrai que la mentalité par rapport à l'argent, faut éventuellement, quand on en accumule, c'est pas juste de le dépenser au fur et à mesure. La richesse, c'est pas juste un revenu de salaire. La richesse, c'est, oui, on est capable de dégager une épargne, puis éventuellement, on va prendre notre capital, puis on va acheter des actifs, puis on va l'investir. Puis là, on va être capable de peut-être libérer notre temps, éventuellement, pour travailler peut-être un peu moins fort ou faire travailler notre capital pour nous. OK, fait que ça, c'est les deux mentalités vis-à-vis de l'argent, mentalité de travailleur versus prise de risque calculée. Deuxième différence entre les deux pères était l'éducation financière. Le père pauvre, Kiyosaki souligne que son père pauvre était bien éduqué sur le plan académique, mais il manquait d'éducation financière. Il n'a pas appris à gérer efficacement l'argent ou à investir pour créer de la richesse. Ben oui, c'est un manque dans l'éducation académique traditionnelle. Moi non plus, quand j'ai au cégep, je veux dire, on parlait pas tant que ça d'accumulation de richesse. Ça a été plus en lisant justement des livres comme Père riche, Père pauvre, puis ensuite tous les auteurs de finances personnelles, puis que je me suis instruit par rapport à gérer mes finances. L'éducation financière, toujours la différence. Le père riche, en revanche, était très instruit sur les principes de l'argent et de l'investissement. Il a transmis à Kiyosaki des leçons précieuses sur la façon de gérer les finances, de créer des actifs et de générer des revenus passifs. On parle beaucoup là, d'immobilier là-dedans. Là. Tu sais, c'est un immeuble à revenus, dans le fond. Tu achètes un immeuble, ton immeuble il va croître en valeur avec le temps, mais aussi ton immeuble, il te rapporte un loyer. Donc, tu gagnes sur tous les fronts. Une entreprise, c'est la même chose. Normalement, une entreprise qui est rentable, elle devrait générer un profit, puis avoir une croissance, puis avoir une valeur. Voilà. OK. Donc, troisième différence entre les deux figures paternelles, donc l'approche de la prise de risque. OK? Pour le père pauvre évitait généralement les prises de risque financiers et préférait la sécurité d'un emploi stable.
Le père riche, lui, était plus enclin à prendre des risques calculés pour investir dans les opportunités lucratives et créer de la richesse à long terme. Bon, c'est basic. C'est basic, oui. Oui, si on prend zéro risque, ça va être plus difficile. C'est ça. L'investissement, hein, c'est d'être positif pour le futur. Donc oui, des fois, on prend des risques, puis c'est ça qui va rapporter. Vision de la richesse, donc la dernière différence que ChatGPT m'a sorti, donc la vision de la richesse. Donc pour le père pauvre, la richesse était souvent associée à un revenu élevé provenant d'un emploi stable et sécurisé. Le père riche, lui, comprenait que la richesse ne se limitait pas à un gros salaire, mais plutôt à la possession d'actifs générateurs de revenus qui pouvaient croître et se multiplier avec le temps. Bon, ça tourne pas mal toujours autour du même sujet. Vous voyez les quatre différences là, entre les deux. Là, je vais parler du cadran du cash flow. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Le cadran du cash flow, c'est un concept clé développé par Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. Il divise les différentes façons dont les gens gagnent de l'argent en 4 catégories principales représentées sous forme de cadran. OK? Donc, dans la partie gauche, là, je vais lister les 4 catégories. Première catégorie, dans le cadran côté gauche, en haut à gauche, on a employé. Okay? Catégorie E, employé. Les personnes travaillant comme employés entrent dans cette catégorie. Elles échangent leur temps et leurs compétences contre un salaire fixe. Les employés sont souvent limités en termes de revenus et dépendent généralement d'un emploi pour subvenir à leurs besoins financiers. C'est sûr que quand on est employé, on n'est pas indépendant. On est dépendant de notre employeur. C'est pas nous qui décidons, dans le fond. Oui, on peut arriver, dépendamment du poste qu'on a, à avoir de la latitude. Puis là, évidemment, ça dépend où est-ce qu'on travaille. Mais on n'est pas... c'est vraiment le type, dans le fond, dans le cadran, où est-ce qu'on a le moins d'indépendance. Ensuite, cadran numéro 2, travailleurs indépendants. Ce sont les donc c'est ça. Ça va être le cadran juste en bas, là. On est toujours dans la partie gauche. Travailleurs indépendants, ce sont les personnes qui travaillent pour elles-mêmes, fournissant des services ou des compétences spécialisées directement à des clients ou des entreprises. Les travailleurs indépendants peuvent gagner davantage de liberté et de contrôle sur leur travail que les employés. Mais ils peuvent également être limités par leur propre capacité à échanger leur temps contre de l'argent. Donc là, on est toujours dans le côté gauche. On échange notre temps contre de l'argent, qu'on soit travailleur indépendant ou employé. Dans le fond, si on est à notre compte ou employé, puis, tu sais, moi, dans le fond, j'étais encore là pas mal dans le côté gauche. Là, tu sais, j'échange mon temps. Quelqu'un qui vient me voir pour une hypothèque, veut pas, je vais échanger mon temps pour éventuellement avoir une commission pour aider la personne. Je le fais one-on-one, c'est encore... C'est un autre niveau un peu. J'ai un peu plus d'indépendance, de liberté que quand j'étais employé, ou est-ce que là, je suis dans une entreprise, donc je n'étais pas le propriétaire nécessairement de l'entreprise, donc la décision finale, c'est pas moi. Puis aussi, on doit travailler en équipe souvent, donc il faut prendre des décisions collectives, puis on n'a pas le plein contrôle. Tandis que travailleur indépendant, ben là, je peux choisir les clients avec qui je travaille, j'ai plus. Puis aussi, surtout quand on est dans une entreprise comme employé, on génère un certain... On produit, dans le fond, quelque chose. Et puis, l'entreprise se garde une marge de profit sur notre travail, dans le fond. C'est normal. Nous, on reçoit le salaire, mais si ce qu'on coûte en salaire ne rapporte pas assez pour l'entreprise, ça ne fonctionne pas. C'est sûr que tout ce qu'on produit, dans le fond, l'entreprise s'en garde une partie, puis c'est normal parce que l'entreprise fournit toute l'infrastructure pour offrir le service. Donc, travailleur indépendant, on va aller chercher, dans le fond, une plus grande partie de notre production. Tu sais, ce qu'on produit comme service, on va le garder presque à 100% pour nous-mêmes. Évidemment, on a des dépenses, là, mais en gros, on n'aura pas cette couche-là de devoir remettre à un employeur une partie de notre production, dans le fond. Donc, moi, je le vois un peu comme ça, employé, travailleur indépendant, mais on est encore on échange notre temps contre de l'argent. Ensuite, si on continue, là, on se dirige
dans le côté droit du cadran du cash flow, OK? Puis on va aller vers les entrepreneurs, B pour business. OK? Les entrepreneurs sont ceux qui possèdent et exploitent des entreprises. Ils sont responsables de la gestion et de la croissance de leur entreprise et peuvent créer des systèmes, des équipes pour générer des revenus, même en leur absence. OK? Puis ça, c'est clé. Parce qu'en réalité, une entreprise, si l'entreprise ne peut pas fonctionner quand tu n'es pas là, on est presque dans le travailleur indépendant avec peut-être des employés, mais une entreprise, normalement, ça peut fonctionner en ton absence. Meilleur cas, c'est quand on achète, par exemple, des actions d'une entreprise qui est publique, ben, on n'a aucun impact, dans le fond, sur les opérations de cette entreprise-là. Ben, là, c'est vraiment passif au complet, malgré que là, lui, il dit ici, les entrepreneurs sont ceux qui possèdent et exploitent en même temps. Donc là, on n'est pas dans le cadran investisseur, c'est vrai, OK. Fait qu'on est c'est dans les deux en même temps. Donc, on possède l'entreprise puis on l'exploite. Puis c'est pas mal là qu'on va avoir le meilleur rendement, hein, parce qu'après ça, investisseur, on va le voir si on est passif. Si on le possède, mais qu'on ne l'exploite pas, on va avoir moins de rendement. Entrepreneurs, donc si je continue, les entrepreneurs ont souvent la possibilité de développer des revenus passifs et de bâtir des actifs à long terme. OK? Donc ça, c'est le cadran en haut à droite. Et ensuite, tu as le cadran en bas à droite qui est le investisseur I. Okay? Les investisseurs gagnent de l'argent en plaçant leur argent dans des actifs tels que des actions, des obligations, des fonds immobiliers ou des entreprises. Ils utilisent leur argent pour générer des revenus passifs sous forme de dividendes, de loyers, d'intérêts. Les investisseurs peuvent accumuler de la richesse et bénéficier de la croissance de leur investissement au fil du temps. Puis là, ben, c'est là que ça devient intéressant parce que quand c'est 100% passif, ben là, on n'a rien à faire avec. Là, tout dépend du montant, dans le fond, de la grosseur de ton capital. Si tu as 1 million de dollars, ben, tu peux générer, je sais pas moi, de 10% de ça, ça fait 100 000 par année que tu peux générer. Si tu as 2 millions, ben, ça fait 200 000 par année que tu peux générer. C'est ça le. Puis là, il n'y a comme plus de limite. T'sais, toutes les autres, avant, les 3 autres cadrans, tu es un petit peu limité. T'sais, si c'est une entreprise, il faut que tu l'exploites. Fait que tu peux pas en exploiter 1000. Ainsi de suite, travailleur indépendant, tu échanges ton temps contre de l'argent. Salarié, ben, tu es payé à l'année ou à l'heure. Puis, évidemment, là, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tandis que investisseur, ben là, on enlève toutes les limites. La seule limite qu'il y a, ben là, après ça, ça va de regarder c'est quoi le rendement sur ton investissement. Donc, ce qu'il dit, évidemment, là, après ça, je continue. Kiyosaki explique que la clé de la liberté financière réside dans le passage du côté gauche du cadran, employé et travailleur indépendant, au côté droit, entrepreneur et investisseur, où il est possible de générer des revenus passifs et de créer des actifs qui travaillent pour vous. Ce passage nécessite souvent un changement de mentalité, une éducation financière et une prise de risque calculée pour investir dans des actifs qui génèrent des revenus. Ça fait le tour là, de ce que j'avais dans le fond pour Père riche, Père pauvre. Moi, personnellement, côté gauche, je ne l'ai jamais quitté complètement, mais c'est certain que je me suis mouillé les pieds dans le côté droit. Entrepreneur, j'ai acheté des actions dans l'entreprise où je travaillais, donc je possédais et j'exploitais en même temps l'entreprise, même si je n'étais pas l'actionnaire de contrôle. On s'entend que je m'y suis approché à ce moment-là. Investisseur, ben, investisseur, ça c'est peut-être le plus facile pour tout le monde. On peut, dès qu'on fait un peu d'argent, on peut devenir investisseur, on peut investir dans notre CELI, dans notre REER, puis acheter des actions, des obligations, puis être un investisseur passif. Par contre, quand on n'a pas beaucoup de capital, c'est pas ça qui va nous rendre riches. T'sais. Si on a juste 20 000 $ à investir, tu as beau faire 10% sur ton argent, ben dans le fond, à la fin de l'année, tu vas avoir 2000 $ de plus. Là. C'est pas avec ça que tu vas devenir financièrement indépendant. Mais oui, il faut le faire éventuellement. Mais il faut être capable d'en générer plus avec notre travail pour être capable de l'investir éventuellement. Entrepreneur, ben là, moi, c'est ça. Moi, je suis plus travailleur indépendant maintenant, comme courtier hypothécaire. Ça, c'est vraiment le cadran, la partie T, tu sais, travailleur indépendant. Je suis vraiment dans ce cadran-là.
Puis entrepreneur, ben j'ai pas vraiment de business là, passif que j'exploite, mais un peu oui avec justement ma business de courtage hypothécaire. Là, j'ai racheté une partie de l'entreprise aussi dans laquelle j'ai travaillé. Donc ça, c'est une autre facette que j'exploite aussi. Puis celui-là, c'est du revenu qui est plus passif. Donc dans un sens, j'ai un petit peu d'entrepreneur B aussi dans mes choses. Évidemment, j'ai de l'investissement en masse dans mes REER, CELI. Donc j'ai un peu de tout dans le cadran. C'est pas essentiel là, d'aller vers un cadran exclusivement. Moi, je piétine partout dans tous les cadrans, puis c'est ça qui m'a procuré. C'est un chemin, hein, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions. C'est un chemin parmi tant d'autres. Le chemin de quelqu'un d'autre, ça va être d'autres choses. Je le partage avec vous, puis c'est pour ça aujourd'hui que je partageais donc ma vision, mon interprétation du livre Père riche, Père pauvre, évidemment, que je vous encourage à lire. À lire, c'est un classique en finances personnelles. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite aussi un bon cheminement vers l'indépendance financière.